Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Une réforme sur le mode de scrutin lors de futures élections et sur la planche à dessin y était l'objet d'un 5 à 7 le 5 mars dernier à Ville-Marie. Ce soir, on a fait une soirée discussion sur la réforme du mode de scrutin, une soirée aussi présentation avec Françoise David, qui est vice-présidente du mouvement Démocratie Nouvelle. Nos acteurs régionaux sont un peu préoccupés par ce projet de réforme-là. Ça a été rapporté dans les médias il y a quelques semaines, donc on s'est dit pourquoi pas profiter de sa venue pour faire vraiment un exercice citoyen, consultation. On invite les gens, venez entendre d'abord la proposition, puis ensuite on en discute. C'est quoi vos préoccupations, vos questions? Ce que je suis venue dire, en gros, c'est là, on a une manière de voter qui fait en sorte qu'on vote pour des députés de circonscription, de comté, puis ça finit là. Et on se retrouve avec un gouvernement qui a eu 37 % des votes dans l'ensemble du Québec, mais qui a 76 députés. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont voté pour d'autres partis et qui ne se sentent pas suffisamment représentés. Alors, ce que le gouvernement propose, et le mouvement Démocratie Nouvelle que je représente est d'accord, mais il va falloir améliorer beaucoup le projet de loi, c'est qu'on ait des députés de circonscription, la majorité, 80, et 45 députés qu'on va appeler des députés de région, qu'on va attribuer à des candidats et candidates de partis qui n'auront pas fait élire suffisamment de députés dans les circonscriptions, mais qui quand même ont eu un bon pourcentage de vote. On va équilibrer. Ce que ça devrait donner en bout de ligne à l'Assemblée nationale, c'est une représentation assez proportionnelle entre le nombre de députés d'un parti ou d'un autre et le nombre de votes qu'il aura obtenu. Québec solidaire fait partie de l'entente initiale signée en 2016 pour s'engager à la réforme du mode de scrutin. Nous, on est en faveur. Bien sûr, il y a des bonifications apportées parce que la proposition actuelle qui est sur la table, elle a été idéalisée, imaginée par le gouvernement. Donc, il y a certains éléments avec lesquels on n'est pas d'accord, mais sur le fond, on veut une réforme du mode de scrutin et on ne veut certainement pas affaiblir le pouvoir des régions non plus. Donc ça, on travaille en ce sens-là. Et c'est mon collègue Gabriel Nadeau-Dubois qui est sur le dossier, qui est au front sur ce projet de loi-là. Ça faisait longtemps que je me disais que notre mode de scrutin décourage les gens de voter. Par exemple, dans les Laurentides, 60 % des gens n'ont pas voté pour la Coalition Avenir Québec, mais 100 % des députés sont de la Coalition Avenir Québec. Ça ne leur enlève pas leur mérite, c'est pas ça la question. Mais la question, c'est qu'il y a 60 % des gens qui ont voté autrement puis qui ne se sentent pas représentés. Moi, je trouve pas ça normal. Et je m'inquiète aussi de la diminution du taux de participation. Je me dis que si les gens, les citoyens, les citoyennes avaient l'impression que leur vote comptait davantage, peut-être qu'ils iraient davantage voter. On va rester avec 3 députés, mais ils vont être répertoriés différemment. Donc, on va se retrouver avec 2 comtés, 2 grands comtés avec des députés élus de comté et un député qui va être là, régional. Ça change la donne sur le terrain parce que les comtés vont nécessairement agrandir. Fait qu'il y a tout un défi au niveau, ne serait-ce que de la campagne électorale, mais après, au niveau pratico-pratique, dans la logique, là, probablement, moi, je me retrouverais à récupérer la MRC d'Abitibi-Ouest, disons, dans le comté Rouyn-Noranda-Témiscamingue, donc aller chercher jusqu'à La Sœur. Vous conservez le même nombre de députés au total, mais la division est différente. Au mouvement Démocratie Nouvelle, on propose que vous ayez 2 députés régionaux, donc ça vous ferait 4 députés au lieu de 3. Pourquoi? Bien, pour que chez vous, dans votre région, l'ensemble des partis puissent être représentés comme ailleurs. Donc là, comment va se passer la cohabitation entre le député de région versus les députés de circonscription? Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'on est capable de faire de la collaboration. Puis dans une région grande comme la nôtre, il y a énormément d'enjeux qui sont transversales. On parle de la pénurie de main-d'œuvre, ça touche le Témiscamingue, ça touche Rouyn-Noranda, ça touche La Sarre, ça touche Val-d'Or. Je veux dire, ça fait partie on a des grands chantiers à mener de l'avant sur lesquels c'est facile pour les députés de travailler ensemble. Le député régional va avoir son rôle à jouer aussi là-dedans. Puis après ça, bien, il y aura un travail de coordination, par exemple, ne serait-ce que pour les bureaux. En même temps, moi, je pense que le gros avantage, ce sont pour nos citoyens qui vont avoir plus d'une porte à laquelle aller frapper en fonction de leurs valeurs ou en fonction de leurs intérêts. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que beaucoup de gens avaient des questions super pertinentes. J'ai eu l'occasion aussi, avant la soirée, de rencontrer Mme Bolduc, votre préfète, avec toutes ces questions, elle aussi. Moi, je suis là pour ça. Oui, je veux expliquer parce que je veux que les gens comprennent mieux, mais je veux aussi comprendre quels sont les questionnements et les inquiétudes pour que nous, après, on puisse bien faire notre travail et y répondre.
Je suis assez satisfaite de la présence de la population. On a eu quand même pas loin d'une vingtaine, un peu plus de personnes. Plusieurs élus aussi qui étaient parmi nous ce soir. Donc, je suis assez satisfaite là, de la réponse de la population. Je pense que les gens ont mieux compris. Ça leur a répondu vraiment à un besoin de mieux comprendre en quoi consistait la réforme du mode de scrutin. On veut vraiment aller parler de la réforme, aller l'expliquer, qu'au moins les gens comprennent, puis bien, ils se feront leur idée par eux-mêmes. Le 11 mars dernier, le Centre de femmes du Témiscamingue invitait les femmes du territoire à une présentation du spectacle Nu de la conteuse Renée Robitaille. L'an dernier, on avait fait un spectacle avec les filles du Progestérone qui avait, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, et qui avait vraiment rallié les femmes de tous les horizons témiscamiens, on peut dire ça comme ça, je pense, qui avait eu un succès pour ça. Et cette année, on s'est dit que la formule spectacle était appréciée, que ça pouvait avoir justement une portée qui était peut-être plus grande que ce qu'on avait l'habitude d'organiser. Alors, on a regardé un peu dans le paysage culturel qu'est-ce qu'il y avait qui pouvait convenir à une Journée internationale des femmes, et un spectacle sur la sexualité féminine, sur le récit intime féminin. Bien évidemment, ça nous interpellait. Et on a contacté Renée Robitaille et on a regardé un peu de quoi était composé ce spectacle-là, et ça nous apparaissait tout à fait propice pour souligner la Journée internationale des femmes. J'étais intéressée surtout à comprendre un petit peu d'où on vient, qu'est-ce qu'on a reçu de nos mères, de nos grands-mères, de nos pères aussi, parce que c'est comme tout un bagage. C'est quoi notre héritage par rapport au féminin intime, puis qu'est-ce qu'on a envie aussi de léguer à nos enfants, aux jeunes d'aujourd'hui? En fait, ça part d'un désir de l'auteur, de la comédienne qui a monté le spectacle, de faire connaître aux autres femmes ce qu'elle aurait voulu, elle, savoir avant d'entamer sa vie sexuelle, parce qu'elle a constaté que le clash entre ce qu'elle espérait ou ce à quoi elle s'attendait et ce qu'elle a vécu, c'était fort, c'était gros. Donc, elle vient nous dire qu'est-ce qu'elle aurait aimé entendre, et elle le fait aussi à l'aide de témoignages d'une trentaine de femmes qu'elle a rencontrées. Et il y a beaucoup d'extraits sonores de ces témoignages-là à travers le spectacle qui nous alimente un peu sur la diversité de ce que peuvent vivre les femmes aussi. J'incarne 3 récits différents, des femmes d'âge différents, de générations différentes, en fait, qui me partagent, en fait, c'est moi qui les incarne, donc c'est moi qui raconte leur histoire comme si c'est vraiment au jeu. Et puis, à travers tout ça, il y a vraiment des petits moments où il y a une marionnette un peu coquine qui bouge, qui dort, qui se lave, qui regarde la porte quand il y a quelqu'un qui sonne, elle est très curieuse, très joviale. C'est une marionnette qui a été particulière parce que je me disais, est-ce que je peux vraiment amener une vulve sur la scène? Et si oui, comment? Est-ce qu'elle pourrait être touchante, attachante? J'ai trouvé ça intéressant qu'on personnifie d'une manière le sexe de la femme. Donc, on parlait d'appropriation, puis on parlait aussi de tous les silences, de tous les tabous qu'il y avait autour de ça. Et je l'ai trouvé très beau, l'espèce de bébé qu'elle transportait comme un genre de marionnette un peu. J'ai senti aussi chez les femmes autour de moi qu'il y avait quelque chose qui était touchant. On en riait, en même temps, on en riait tendrement, je te dirais. Fait que moi, je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire pour comprendre et partager notre compréhension de la sexualité féminine. Donc, même si c'est moins tabou, même si c'est plus discuté sur la place publique, fondamentalement, la sexualité féminine, elle n'est pas si connue que ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire connaître les particularités de l'intime féminin. J'ai pas de prétention à offrir quoi que ce soit. À partir du moment où moi, ça me touche et ça me trouble, j'ai envie de partager ça avec d'autres mondes parce que je trouve que ce sont des choses qu'on arrive rarement à partager. Moi, ça m'habite longtemps quand je vis des choses précieuses et troublantes un peu avec des gens, parce que ça nourrit, ça guérit, ça fait du bien. Je trouve à plus long terme que pour moi, tu sais, j'aime aller voir un spectacle d'humour, mais le lendemain, il m'en reste pas
des choses aussi vibratoires que ce que je fais moi comme contenu. Fait que c'est ça, c'est une autre réponse à des choses qu'on a besoin d'entendre. C'était rafraîchissant, puis c'était pas culpabilisant pour les hommes. J'ai pas senti une espèce de clash, on va rah, rah. C'était pas ça. C'était un partage honnête et très intéressant, en fait, de cette sexualité-là qui est pas tant parlée, pas tant exprimée, pas tant dévoilée. Puis c'était vraiment tout en douceur et en beauté, là. Je pense un peu comme nous, les femmes, tout ce qu'on recherche, là. Fait qu'une belle caresse, en fait. Moi, j'ai bien aimé ça. La Journée internationale du droit des femmes, c'est des droits à plein niveau, mais c'est aussi le droit de se connaître, de s'approprier soi-même dans tout ce qu'on est, y compris dans notre sexualité. La station de radio CKVM annonce un changement important à son organigramme, alors qu'Annie Larivière succède à Louis Kirouac à la direction générale de la radio. C'est tout sauf un coup de tête, parce qu'il a fallu une mûre réflexion pour dire oui. C'est pas la première fois qu'on m'en parlait, mais ça faisait pas partie de mes aspirations. J'ai commencé ici, j'avais 16 ans. J'étais au secondaire et CKVM était à la recherche de jeunes animateurs pour faire l'animation. À ce moment-là, il y avait des émissions en direct, les soirs, les fins de semaine. Alors, j'ai commencé comme ça. Et quand je suis allée faire mes études au collégial, j'étais à Rouyn-Noranda. Je descendais les week-ends pour venir animer aussi. Ensuite, j'ai fait Promédia Montréal. Et j'ai travaillé, je suis revenue travailler ici un peu. Ensuite, je suis allée travailler comme journaliste à Show TV à Carleton-sur-Mer pendant quelques années comme journaliste. Ensuite, à Radio Gaspésie, Gaspé, à l'animation. Ensuite, en journalisme. Donc, je me suis promenée un petit peu partout. J'ai été partie du Témiscamingue pendant 12 ans pour mieux y revenir avec un aperçu de différentes façons de faire, différentes choses aussi. J'ai un deuil à faire de l'animation. J'aimais beaucoup, beaucoup mon travail. Je faisais et de l'animation et un petit peu de vente publicitaire. C'est la direction qui m'a demandé, le conseil d'administration, si je voulais me lancer dans l'aventure parce qu'on se dirige vers une gestion participative. Alors, les employés vont faire partie du processus décisionnel, vont être appelés à s'investir aussi davantage et c'est une gestion qui sera très ouverte aussi. On ne se cache rien, on se dit les vraies choses et on va tirer le meilleur des employés aussi. Quelles sont leurs forces? Qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire? Comment ils voudraient s'investir dans des projets? Parce qu'on ne se cachera pas qu'on est dans une période médiatique difficile pour tous les médias. C'est pas évident avec l'arrivée des médias sociaux. Et mon mandat, c'est premièrement, bien sûr, d'assurer la pérennité de CKVM, mais aussi d'augmenter les revenus parce qu'on veut, c'est offrir de bonnes conditions de travail à l'équipe. Et ça, c'est tout un défi dans le contexte médiatique actuel et dans le contexte où nos clients, parce qu'il faut rappeler qu'on est une entreprise privée et on n'est pas une radio communautaire, on n'a aucune subvention, donc notre seul revenu, c'est la publicité, c'est le nerf de la guerre. Et nos clients, les commerçants et autres, c'est une période difficile aussi pour eux. Les médias sociaux, l'achat en ligne fait en sorte que leur revenu diminue un peu et ça affecte l'argent qui est investi là, dans l'assiette publicitaire là, pour faire la promotion. Donc, il va falloir faire autrement, aller chercher d'autres sources de revenus parce qu'on les a encore, ces clients-là. Ils sont là, ils sont avec nous, mais ils investissent peut-être moins qu'avant, mais les dépenses, elles, augmentent. Hein? Alors, donc, il faut trouver des projets qu'on va pouvoir vendre. Des façons de faire différentes et c'est ça qui est bien là. C'est un très, très beau défi parce que c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle gestion et on s'est doté d'un plan d'action aussi pour y arriver. Et ce plan d'action-là fait suite à la venue de MCE Conseil. MCE Conseil, c'est une firme spécialisée en gestion d'entreprise. Ils nous ont aidés à mettre sur pied un plan d'action et on le fait avec les employés, avec la direction et le conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration fait partie prenante aussi de la réussite de CKVM et on a un beau CA, on a un beau conseil d'administration qui a à cœur la réussite de CKVM. Ils ont pris leur temps pour venir s'asseoir avec nous pour regarder,
où on veut aller avec CKVM, qu'est-ce qu'on veut de notre station de radio. Et je peux compter aussi sur l'appui d'un CA dynamique. On a la chance d'avoir une radio privée indépendante. On ne fait pas partie d'un gros réseau. On ne fait pas partie de Radio Énergie ou autre réseau qui fait en sorte que tout est formaté. Hein. Dans ces boîtes-là, les animateurs ont tant de secondes pour faire la météo. Il y a une façon de dire les choses, de les livrer et tout ça. Ici, là, c'est un magnifique terrain de jeu. Puis le but premier, c'est que les Témiscamiennes, ils soient fiers de leur radio, qu'ils se reconnaissent dans ce qu'ils entendent. Et l'équipe, bien, c'est une équipe dynamique. Et là, en allant vers ce style de gestion-là, bien, ils sont amenés à avoir des projets qu'ils vont pouvoir réaliser. D'être indépendants, c'est inestimable là, comme valeur, là, parce qu'il en reste 6 radios indépendantes au Québec seulement, et on veut que ça demeure indépendant, parce que c'est une radio qui appartient aux Témiscamiens et aux Témiscamiennes. Le forum Avantage numérique se déroulait à Rouyn-Noranda du 11 au 14 mars dernier. Il permettait aux intéressés de découvrir et expérimenter l'univers numérique et ses possibilités pour notre territoire. En fait, ça, c'est parti du CCAT. En 2012, ils ont fait un forum Avantage numérique, ça s'appelait vraiment comme ça. Et puis, le petit théâtre était présent, puis ils ont vraiment beaucoup aimé l'idée. Puis ensuite est venu le virage numérique du petit théâtre. C'est revenu un peu sur la table, puis le petit théâtre ont décidé de reprendre ce dossier-là et d'exploiter en 2019 le volet événementiel, d'où le forum Avantage numérique est revenu l'année passée et revient cette année. Bien, en fait, le forum, ça consiste, on a plusieurs volets. On a un volet workshop, on a un volet conférence, on a un volet de spectacle et on a un volet de médiation culturelle autour des nouvelles technologies et du numérique. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde, autant les gens qui connaissent pas grand-chose en numérique, autant que des étudiants qui étudient là-dedans, des gens qui travaillent là-dedans au quotidien. Nous, pour ça qu'on a décidé de faire de la médiation culturelle aussi, on essaie de démocratiser le numérique, les nouvelles technologies, puis de vraiment rendre ça accessible à tous. Alors, le sujet de ma conférence était sur tout ce qui est culture 4.0, parce qu'en fait, on pense très souvent, que lorsqu'on pense d'industrie 4.0, transformation numérique, à utiliser de la technologie, de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets. Puis ce que je voulais faire passer comme message, c'est que c'est pas ça le plus important. C'est pas le type de technologie qu'on va utiliser, mais c'est la transformation qu'on va faire. Que l'humain dans cette transformation est important et qu'il y a une gestion de changement à faire pour que la transformation soit bénéfique pour tout le monde et qu'elle soit un succès. Donc, qu'est-ce que l'industrie 4.0? C'est vraiment la 4e révolution industrielle. C'est un mot utilisé, mais on peut remplacer ça par transformation numérique ou autre. Mais l'idée, c'est vraiment de rendre ces processus plus autonomes et de délivrer de la donnée à mes personnes pour pouvoir prendre de meilleures décisions, plus éclairées, augmenter ma productivité, réduire mes coûts et ce genre de choses. On est au-delà de juste l'automatisation. Donc, l'automatisation, c'est plus l'industrie 3.0, où on va mettre des robots, où on va mettre des ordinateurs, des choses comme ça. C'est vraiment aller au-delà de ça. C'est que maintenant qu'on a des robots, est-ce qu'on peut les rendre plus autonomes? Est-ce qu'on peut les rendre collaboratifs avec mes êtres humains pour améliorer l'écart de travail pour tout le monde? Donc, c'est vraiment passer à un certain type d'autonomie. La conférence s'appelait « Informer autrement » avec RAD et une étude de cas sur l'application, donc un produit en développement, mais sous la marque. Donc, c'était un peu pour expliquer la genèse du projet, puis un peu où on s'en va, c'est quoi nos nouvelles pensées, qu'est-ce qu'on pense du marché actuellement, puis comment qu'on pense évoluer. On est, en gros, sans rentrer trop dans les chiffres, mais on a un super gros engagement sur les plateformes sur lesquelles on diffuse, donc YouTube, Facebook, Instagram, le site Internet et l'abonnement à notre infolette. Fait que je pense qu'on rejoint bien une cible qui n'était pas rejointe avant, puis on l'engage. Fait que c'est pas juste des citoyens numériques passifs, mais vraiment du monde qui veulent faire partie de quelque chose, puis qu'on réussit à aller jouer sur leur motivation à s'informer. Mais sinon, même moi, tu sais, je présentais un projet pas terminé du tout, le concept de l'application en plein développement. Fait que c'était un peu aussi, tu sais, c'était volontaire de présenter comme, hey, ça a l'air tout beau, puis, tu sais, on peut bien venir présenter nos succès tout le temps, mais c'est le fun de montrer aussi que, en plein démarchage, on le sait pas, puis peut-être qu'on va se planter, puis l'application verra jamais le jour vraiment au grand public ou aura pas le succès souhaité, mais on essaye parce que créer puis innover, c'est un peu ça, tu sais, des fois, c'est essayer, se tromper, recommencer, se réajuster. Fait que
J'espère que c'est ça que le monde a retenu. J'ai parlé un peu de mon parcours à travers mes longs métrages de fiction jusqu'à ma dernière expérience qui est un Lumina, c'est-à-dire un parcours multimédia pour le Zoo de Toronto, en fait avec Moment Factory. Donc, j'ai vraiment parlé de comment j'ai réfléchi à aller vers ce médium-là qui est relativement nouveau pour moi, c'est-à-dire raconter une histoire de façon décloisonnée sur un territoire avec un public qui marche sur 1,2 km, mais comment j'ai puisé quand même de ma réflexion sur l'image pour le cinéma avant d'entrer dans un projet aussi éclaté que celui-là. Je pense que c'est important pour le public, pour les artistes, pour les intervenants culturels de se rassembler, point. Fait que partout, tu sais, je pense que c'est important partout, puis tant mieux qu'il y en ait en Abitibi aussi. Puis c'est d'une cohérence, c'est-à-dire c'est pas poussé ici, c'est totalement naturel avec toute la vie culturelle de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda, du Témiscamingue, des environs. Tu sais, c'est pas comme genre on vient implanter quelque chose de gens. Tu sais, c'est complètement intégré à la manière dont les gens réfléchissent la culture. Je vais parler de Rouyn-Noranda, mais c'est plus large, là, c'est la région au complet, mais là, c'est ça maintenant, là, Rouyn-Noranda. C'est intégré, c'est pas une image de ville culturelle, là, c'est unique au Québec, puis je pense au monde d'avoir une municipalité de cette catégorie de grosseur-là, éloignée, tout ça qui est aussi imprégné de culture, mais qui en fabrique, qui en produit, qui en diffuse, qui en reçoit. Je trouve ça. C'est pas mon Abitibi de 1982, là, puis thank God, ça l'a grossi. Le Centre de formation professionnelle Val-d'Or a voulu créer en fait en 2019 un nouveau département de création numérique, donc qui contient un employé pour créer du contenu audiovisuel et moi-même pour créer des contenus en réalité virtuelle. Dans le but, en fait, ils ont vu l'intérêt en fait que pouvaient avoir les gens pour la VR et surtout en fait le potentiel que peut avoir la VR pour la formation des étudiants. C'est-à-dire que la VR peut se considérer vraiment comme une pratique avant la pratique, c'est-à-dire qu'il va venir compléter le processus de formation classique, donc avec les professeurs qui vont expliquer la notion, et la VR qui va venir appliquer cette notion dans un cadre d'apprentissage. Alors, pas plus tard que cette semaine, on a livré une application en fait, sur les angles morts des véhicules miniers. C'est-à-dire qu'un organisme est venu nous voir en fait, car il voulait proposer une formation pour apprendre aux personnes à comprendre les angles morts des véhicules miniers qui sont très différents des véhicules classiques. Alors, l'impact pour moi ne sera pas négatif. On ne va pas avoir un grand remplacement des professeurs au sein des centres ou des cégeps. En revanche, on va avoir un nouvel apport, en fait, une complétion en fait, de leur enseignement avec justement une illustration pratique des notions apprises en classe. Parce qu'un casque, ça peut très bien être mis sur le côté de la table. Et une fois que la notion elle a été dite par le professeur va pouvoir faire « Eh bien maintenant, vous pouvez essayer ce que je viens de vous apprendre, regardez si vous avez bien tout compris. » Donc vraiment, ça apporte un plus qu'un remplacement. Moi, tu sais, nous, on reçoit quand même beaucoup d'invitations à participer à des événements parce que, tu sais, on a quand même un certain succès, puis on fait les choses différemment, fait que c'est intriguant. Puis on essaie de ne pas être Montréal-centriste, vraiment. Fait que, tu sais, on le sait que c'est important d'aller partager le savoir avec d'autres mondes qui ont peut-être pas la chance d'avoir des équipes aussi complètes que nous. Fait que moi, à Rouyn-Noranda, j'avais jamais visité la région, fait qu'il y a ça qui m'a motivée à venir. Fait qu'on essaie de dire oui le plus souvent possible quand nos agendas le permettent. Je suis probablement pas la meilleure personne placée pour en parler, quand je viens pas non plus de la région. Là, c'est tout nouveau pour moi d'être ici. Mais je sais qu'avec l'UQAT qui est là, puis justement le virage numérique du petit théâtre, tout ça, puis le CCAT qui font aussi beaucoup de formations autour du numérique, ben, ça a vraiment amené l'émergence de ça. Puis c'est vraiment... C'est quand même le futur là, de commencer à transformer notre façon de voir les choses, de fonctionner dans nos entreprises aussi. Donc, pour nous, c'est vraiment important aussi que les gens se rendent compte. Ça fait partie de notre identité, de nos valeurs, le réseautage et la co-création, tout ça. Donc, tous les soirs, il y a des 5 à 7 où les gens peuvent échanger, parler de leur journée. Puis, en fait, c'est quand même encore assez petit, le forum. Fait qu'on finit tout le temps par croiser les mêmes personnes. Donc, c'est vraiment facile. Les gens sont très ouverts, tout ça. Donc, les 5 à 7, c'est la bonne occasion de prendre un petit verre et de discuter avec les gens qu'on ne connaît pas encore. La crise mondiale reliée au virus du COVID-19 se fait sentir aux 4 coins du Canada, alors que des cas sont répertoriés un peu partout au pays.
Rencontre avec 3 élus pour discuter de la situation au Témiscamingue. Actuellement, la situation, c'est une situation sérieuse. Il faut la prendre très sérieusement. Il n'y a aucune catastrophe, il n'y a pas de drame en ce moment au Témiscamingue. Il y a d'ailleurs, ce midi, aucun cas recensé au Témiscamingue. Sur les 121 cas au Québec, aucun cas en Abitibi-Témiscamingue. Mais il faut être très sérieux et vigilant. Toutes les mesures, toutes les recommandations qui sont données actuellement aux citoyens, on invite les gens à être très attentifs et à les respecter à la lettre. C'est une question de santé publique, c'est une question de civisme et de respect de nos concitoyens et concitoyennes. Le mètre de distance qu'on vous demande, la distanciation sociale, s'il vous plaît, respectez-la. Mais en ce moment, au Témiscamingue, ça va bien. Pour nous, à Lorrainville, dans le fond, là, on a fermé nos infrastructures municipales, le centre Richelieu, bibliothèque, ces choses, les infrastructures publiques. Le bureau municipal aussi est fermé au public. Nos employés sont toujours en fonction pour pouvoir travailler justement afin de répondre aux citoyens et citoyennes de la municipalité de Lorrainville. Alors, par téléphone, par courriel, si on a des questionnements, ils seront répondus. Et s'il y a des choses qui ne peuvent pas se régler par téléphone, il y aura des rencontres par prise de rendez-vous le jeudi entre 9h et 11h que les gens pourront prendre rendez-vous et aller régler des problèmes là, directement avec nos employés municipaux. Mais sinon, tous les services municipaux essentiels sont maintenus. Nos employés sont en place pour pouvoir justement répondre aux besoins de nos citoyens. Toutes les municipalités sont prêtes à, si jamais, exemple, des employés sont en quarantaine, de prendre la relève, peu importe dans quelle municipalité, mais on s'entraîne beaucoup puis on collabore régulièrement. Je te dirais qu'on n'a pas le choix. À chaque jour, on est en suivi, de voir qu'est-ce qui se passe. Et, donc, tout le monde est en entraide. C'est important de dire qu'on a, à la MRC, on assure un plan de la continuité des services aux citoyens et Michel Roy, comme Yves Ouellette, Lynn H et Daniel Barrette sont membres du comité stratégique pour la continuité des services. Ce qu'on fait, c'est de s'assurer que si une municipalité a un besoin auquel elle doit faire face et que son personnel responsable est en quarantaine, d'autres municipalités peuvent prendre le relais. C'est de l'entraide, c'est de la solidarité et c'est de s'assurer que les services aux citoyens soient continus, qu'il n'y ait pas d'interruption. On a identifié quelques services qui sont majeurs, l'eau potable, les matières résiduelles. On a identifié les services d'urgence, tous les services qui sont associés aux services incendie, par exemple. Ces services-là, on s'assure qu'on sait quelle est la situation à chaque jour et de quelle façon on peut aider toutes les municipalités qui pourraient avoir besoin d'aide. Les épiciers nous ont contactés. Il n'y a pas de pénurie de denrées alimentaires et même pas de pénurie de papier de toilette. C'est Denis Nolette qui me disait, écoute, il est fabriqué dans la région. On appelle et le lendemain, on peut avoir une livraison. Le message des épiciers actuellement, de tous les commerces pour l'alimentation, c'est de dire, achetez en quantité raisonnable selon les besoins que vous avez. Nous, on s'enligne pour rester ouverts. La directive, c'est qu'on doit rester disponible aux citoyens. Les chaînes d'alimentation précisent qu'il n'y a pas de pénurie dans les denrées disponibles. Il y a même des réserves au niveau des conserves. Alors, agissons avec civisme et responsabilité. Laissons faire l'accumulation de denrées. Ce serait possiblement un gaspillage désolant. Et agissons avec civisme aussi pour ne pas priver des personnes qui en ont besoin de certains produits. Et le message des épiciers et des pharmacies est aussi celui de, si vous arrivez de voyage, si vous ressentez des symptômes, respectez la quarantaine et ne vous présentez pas dans les commerces. Encore là, les commerçants nous disent, tu sais, moi, j'ai 2 bouchées. S'il y en a un qui tombe au combat, je suis obligée de mettre un plan de quarantaine en route et peut-être qu'il y a des services qui ne seront plus disponibles à l'ensemble des citoyens. Alors, c'est une question de civisme. Les commerçants demandent de respecter la période de quarantaine et les circonstances de quarantaine. C'est très important. Je peux juste rajouter aussi d'écouter vraiment les directives. Comme Claire l'a mentionné au début, mais c'est important, si on veut mettre un stop à ce virus-là, c'est de travailler tous ensemble, justement, de rester chez soi, d'écouter les directives. Oui, on peut prendre une marche, on peut profiter du beau temps, mais pas de se rapprocher des gens. Alors, si tout le monde ensemble met l'épaule à la roue, bien, on va pouvoir venir à bout plus rapidement de mettre fin à ce virus-là. Et actuellement, sur le plan international, on voit que la distanciation sociale qui a été exigée dans d'autres pays, ça fonctionne. Alors, c'est une question de volonté, c'est une question de solidarité et de respect.